À la une de l'actualité, ce 13h, la reprise de l'activité économique 2 ans après la mise en œuvre du PNDS. Le produit intérieur brut réel était de 6,7 en 2017, un taux encourageant avec de belles perspectives en 2018, mais le rapport soumis à l'appréciation du comité de pilotage n'est que provisoire. Explication dans ce journal. À suivre également la voix de la femme contre l'intégrisme religieux au Burkina, intolérance, extrémisme violent. La Ligue nationale des femmes musulmanes s'érige contre ce fléau, ennemi de la paix. La solution par la sensibilisation, autorité et leaders religieux s'associent à cette campagne de plaidoyer. Et puis cette page triste, hors de chez nous, au moins 47 morts au Kenya, une quarantaine de blessés et une cinquantaine de personnes toujours portées disparues suite à la rupture du barrage de Solai dans la vallée du Rift. Environ 500 familles ont subi la furie des eaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Et c'est au palais de Kosiam que nous ouvrons ce journal. 2 audiences au menu ce matin. L'administrateur de la francophonie est porteur d'un message de Michael Jean, la secrétaire générale de la francophonie. Le comité de défense et de sécurité du G5 Sahel était également à la présidence du FASO pour faire le point des activités menées par la force conjointe. Les précisions de Paul David Bambara et Frédéric Etienne Bassenga. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 6e réunion du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel, les chefs d'état-major et les chefs de police des pays membres sont allés faire le point de leurs travaux à Roch Christian Kabore. Les travaux de cette session ont porté essentiellement sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Vous savez que dans le cadre du G5 Sahel, une force conjointe a été créée où les 5 États mutualisent leurs moyens pour faire face à la menace qui sévit dans notre espace. C'est un peu le point de situation que nous sommes venus faire au président de la République du Faso. Adama Ouane, l'administrateur de l'OIF, lui est allé remettre un message du secrétaire général de la francophonie au président du Faso. Les deux hommes ont aussi eu des échanges autour des activités de l'OIF. On en a profité pour faire un tour d'horizon sur les activités que la francophonie développe sur le plan international et sur le plan régional, mais surtout aussi au Burkina Faso ici et sur la nouvelle stratégie, la nouvelle programmation de la francophonie pour 2019-2022, mais aussi pour inviter, s'assurer que le président du Faso sera personnellement présent au sommet de la francophonie qui doit se tenir à Yerevan en Arménie en octobre. Invitation acceptée par Roch Christian Kabore qui a promis faire le déplacement. Les échanges ont aussi porté sur le rôle que doit jouer la francophonie pour la stabilité régionale et la promotion de la paix et de la démocratie. On reste dans le registre sécurité. Vous le savez, la sous-région est fragilisée par les multiples attaques terroristes. Après les experts en défense et sécurité, les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel et de la France prennent le relais. Ils sont donc à Ouagadougou pour l'examen des conclusions de la 6e réunion du comité de défense et de sécurité. Question de mutualiser leurs forces. Souleymane Sanou, Abdelaziz Yagibou. Les chefs d'état-major généraux des armées des pays du G5 Sahel et de la France au chevet d'une sous-région éprouvée par des attaques terroristes persistantes. L'état des lieux dressé par la 6e réunion du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel en dit long. La situation est préoccupante et exige des forces de sécurité des pays membres, les chefs d'état-major généraux en tête, plus d'efficacité dans l'action. Après des échanges et réflexions approfondies, les experts en défense et sécurité soumettent ici aux chefs d'état-major généraux des armées des projets et propositions pour appréciation. Des projets qui vont de la création d'un centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce à la mise en place d'un comité de soutien à la force conjointe du G5 Sahel. Les besoins urgents de l'heure et les préoccupations majeures répertoriées par les experts attendent aussi des chefs d'état-major généraux amendement et adoption.
En somme, les conclusions de la 6e réunion du Comité de défense et de sécurité du G5 Sahel seront entérinées par un communiqué conjointement adopté par les chefs d'état-major généraux des armées des pays du G5 Sahel et de la France. Burkina is back avec un PNDS en marche, insiste le chef du gouvernement Paul Kaba. Teba chiffre à l'appui de 5,9% en 2016. Le PIB réel est passé à 6,7% en 2017. Pour un référentiel de développement mis en œuvre il y a juste 2 ans, les membres du comité de pilotage se sont à nouveau réunis ce matin pour leur session ordinaire. Compte rendu signé Jean Zongo et Pascal Canet. Malgré un contexte difficile marqué notamment par des attaques terroristes et un front social agité, le PNDS engrange tout de même des résultats positifs. En 2 ans de mise en œuvre, le PNDS en chiffres, ce sont plus de 33 millions d'actes médicaux réalisés gratuitement au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Plus de 3 000 forages réalisés, 464 lycées et collèges construits, plus de 13 000 hectares de bas-fonds aménagés, 271 km de routes bitumées. Tout cela a généré plus de 18 000 emplois, ce qui fait dire au Premier ministre que le PNDS marche malgré tout. La reprise économique amorcée en 2016 s'est consolidée. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel est sorti en hausse de 6,7% en 2017, contre 5,9% en 2016 et 4% en 2015. Ces performances macroéconomiques procèdent et illustre la capacité du gouvernement à amplifier ses actions sur tous les fronts pour réaliser les objectifs du plan sur le développement économique et social. Les membres du comité national de pilotage vont donc examiner ces résultats présentés et faire des propositions au secrétariat permanent du PNDS. D'ores et déjà, le Premier ministre estime qu'il faut améliorer encore les modalités d'investissement et travailler en étroite collaboration avec les collectivités. Les présidents des conseils régionaux rejoignent d'ailleurs le comité pour cette session ordinaire à l'issue de laquelle ils signeront avec le gouvernement des contrats d'objectifs de mise en œuvre du PNDS au niveau régional. Et pour davantage booster le développement du Burkina, la Banque mondiale entend injecter plus de 52 milliards de francs CFA, de l'argent destiné à accroître l'investissement privé, la création d'emplois et la production agricole. 3 accords de prêt signés ce matin au ministère de l'économie, des finances et du développement. Paul David Bambara, Zalissa Sanfo, reportage. 52 milliards de francs CFA. C'est le montant de ces 3 accords de prêt que la Banque mondiale octroie au Burkina Faso pour sa transformation structurelle. Sur ces 52 milliards, 25 sont destinés à accroître la production agricole dans la zone du projet pôle de croissance de Bagré. 5 000 nouveaux hectares y seront irrigués. 17 milliards de ce prêt iront au Sahel pour le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Là aussi, il s'agit d'accroître des superficies irriguées dans cette zone. Briser la fracture numérique et offrir Internet haut débit de moindre coût. C'est un prêt de 10 milliards qui est accordé ce matin. Ces 3 accords de financement, c'est vraiment une bouffée d'oxygène en ce qui concerne le secteur de l'économie numérique. Il s'agit à travers ce financement de renforcer des outils stratégiques comme le point d'atterrissement virtuel. Déjà, nous en avons un à Ouaga et ça va nous permettre de construire un à Bobo-Dioulasso. Ça va nous permettre aussi de multiplier les sorties vers les côtes maritimes pour diversifier la connectivité dans notre pays. Un triple accord de prêt qui symbolise la vitalité du partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. Et c'est le plan national de développement économique et social PNDS qui se porte bien. Nous sommes plus qu'en avance par rapport aux engagements qu'on avait pris à Paris en décembre 2016. Et donc nous restons dans cette dynamique avec le gouvernement, avec lequel donc nous travaillons main dans la main, et aussi avec les populations. Nous assurer que nos appuis répondent aux besoins prioritaires du PNDS et des populations. Et la Banque mondiale de promettre tous ces engagements pris en faveur de la mise en œuvre du PNDS seront respectés.
extrémisme violent, intolérance religieuse. La Ligue nationale des femmes musulmanes donne aussi de la voix pour que cesse ce danger qui fragilise le vivre ensemble. La campagne de plaidoyer à peine lancée mobilise autorités et leaders religieux. Vincent Kendrebeo. Quand des femmes se mobilisent contre l'extrémisme violent. En effet, la Ligue des femmes musulmanes du Faso, ici réunie, lance leur campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour l'implication de la femme musulmane dans la promotion de la paix, pour la sécurité et contre l'extrémisme violent et l'intolérance religieuse. L'initiative est soutenue par des leaders religieux, mais aussi par le ministre de la Femme et le médiateur du Faso. Les femmes qui ont été toujours les premières à mener le combat au détriment de leur vie, elles ont toujours sacrifié leur bien-être pour l'amour de leur famille, pour l'amour de leur mari, pour l'amour de leurs parents. Alors les femmes ne pouvaient pas rester vraiment inactives face à ce terrorisme qui tue les hommes, mais qui tue leurs enfants. Je voudrais dire aujourd'hui tout notre accompagnement pour ce projet. Nous savons que cette lutte se veut coopération civilo-militaire. Il faut que nous, en tant que civils, nous puissions sensibiliser nos enfants. Nous, en tant que femmes, nous puissions sensibiliser nos maris, nos enfants et nos papas contre cette guerre asymétrique qui nous est imposée. Et je sais compter sur toutes les femmes ici présentes. L'autre sujet à l'ordre du jour est celui de l'autonomisation des femmes musulmanes. Question de plaider en faveur de l'allègement de certaines pesanteurs socio-religieuses qui entravent l'épanouissement de toute femme, et en particulier de la femme musulmane. Et puis ce 11 mai, date anniversaire de la mort de Bob Marley, les reggaeman se donnent rendez-vous ce soir à Ouagadougou dans la cour du Siao pour la 5e édition des Marley d'Or. Cadre de remise de trophées aux meilleurs reggae makers. C'est aussi une tribune de prestations d'artistes burkinabés et étrangers. Certains sont déjà sur place. Roger Kam et Bouma Ernest, Nébier reportage. La 5e édition des Marley d'Or qui va se dérouler à Ouagadougou s'annonce belle. Selon le promoteur Madès, les petits plats sont mis dans les grands pour que les spectateurs soient satisfaits. D'autres même disent que c'est la seule cérémonie 100% reggae qui existe dans le monde. Et c'est Made in Burkina Faso. Ça, c'est notre fierté à nous. De grosses pointures de la musique sont déjà là pour la célébration de la fête du reggae ce soir dans la cour du Siao. Coco Dambélé du Mali, Ismaël Isaac et Ahmed Faras de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas à leur première participation. Le Burkina Faso, c'est le premier pays qui m'a reçu lorsque j'ai commencé ma carrière en 1991. Donc à chaque fois que je viens ici, je viens chez moi. Marley d'Or, c'est très bien. Moi je suis très content. Moi j'ai déjà un Marley d'Or chez moi à Bamako. Je suis très content. Chaque matin je regarde ça. Des artistes y participent pour la première fois. Sont de ceux-là Solo Diagoun de la Côte d'Ivoire et Koyo Ontui du Ghana. Minyantaba, anka metu akordonche, na watimio. Well, I'm here to be part of the great event, the Marley d'Or. Non, pour faire passer le message positif qui doit venir de la musique reggae. The unity that reggae music represents. Tous les concerts seront en live et puis ce qui est formidable, c'est qu'il va y avoir pas mal de surprises. Si on commence déjà à déballer les surprises, ce n'est plus une surprise. C'est pourquoi d'ailleurs on invite toute la population à faire le déplacement. Les Marley d'Or sont un cadre de récompense des meilleurs artistes de la musique reggae et tous ceux qui œuvrent pour la promotion de ce genre musical. Les Marley d'Or, comme leur nom l'indique, rendent hommage à Bob Marley, cette star mondiale de la musique reggae, mort le 11 mai 1981.
À l'international, journée particulièrement meurtrière au Kenya après une violente tempête. La digue du barrage de Soleil a cédé, faisant au moins 47 morts, une cinquantaine de personnes jusque-là portées disparues et une quarantaine de blessés conduits aux urgences. Environ 500 familles de la vallée du Rift ont été touchées par la rupture de ce barrage. Le point en image. Au Kenya, dans la vallée du Rift, la rupture du barrage de Soleil a causé la mort d'au moins 47 personnes et plus d'une quarantaine sont portées disparues. Un bilan dramatique qui peut encore évoluer. Toute la nuit, les secouristes ont cherché et aidé des rescapés. Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées. Selon la Croix-Rouge kenyane, environ 500 familles ont été touchées. Elle a lancé un appel aux dons. Situé dans la région de la ville de Nakuru, en haut d'une colline, le barrage alimentait une importante ferme. Lorsqu'il s'est rompu, l'eau et la boue qu'il retenait ont balayé 2 villages et les foyers pauvres des agriculteurs qui travaillaient dans la ferme sur un rayon de 2 km. Beaucoup de gens dormaient ou étaient en train de souper au moment du drame. Les recherches vont durer. Cette rupture de barrage vient alourdir le bilan de cette saison des pluies meurtrières qui a commencé en mars au Kenya. Après une période de sécheresse intense, les pluies torrentielles plus fortes que d'habitude ont causé inondations et glissements de terrain. Déjà plus de 170 personnes ont trouvé la mort et plus de 225 000 autres ont été déplacées selon des chiffres du gouvernement. Toujours hors de chez nous, les hostilités ont repris entre Israël et Iran. Téhéran aurait tiré des roquettes depuis la Syrie sur la partie du plateau de Golan occupé par Israël, faisant 23 morts. Une déclaration de guerre aux yeux de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien suivant. Pour Benjamin Netanyahou, l'Iran a déclenché les hostilités en tirant des roquettes depuis la Syrie sur la partie du Golan occupée par Israël. L'Iran a franchi une ligne rouge. Notre action a été en conséquence. L'armée israélienne a mené une attaque de grande envergure contre des cibles iraniennes en Syrie. Grâce au déploiement de nos forces, l'action iranienne a échoué. La riposte d'Israël a en effet été d'une intensité exceptionnelle. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée israélienne a mené des dizaines de raids meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie. Ces frappes israéliennes auraient tué 23 combattants pro-régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette escalade militaire inédite entre Israël et l'Iran a alarmé la communauté internationale qui a appelé à la retenue face au danger d'une guerre ouverte. Malheureusement, la nuit dernière, vous avez encore vu qu'il y avait eu des tirs entre Iran et Israël. Le risque est une escalade, une montée en tension. Soyons très vigilants pour éviter cette montée en tension. L'Union européenne appelle elle aussi les différents acteurs à éviter toute escalade qui pourrait saper un peu plus la stabilité de la région. On referme cette édition avec la revue de presse. À lire à la une ce vendredi, l'élection du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Les quotidiens s'intéressent également à la suite à donner au dossier judiciaire en Côte d'Ivoire et le renvoi du procès du coup d'État manqué de septembre 2016 au Burkina. Revue de presse signée Aimé Solange Digma. À la une des quotidiens, le renvoi du procès du putsch manqué du 16 septembre 2015. À nouveau dépôt, nouveau report, affiche l'observateur Palga. Conséquence, le général Gilbert Diendéré se retrouve sans avocat, indique Sidoya, ainsi que 7 autres accusés, précise aujourd'hui au Faso. D'où le renvoi du dossier au 25 mai prochain, signale le pays. Ce qui conduit Maître Kam, avocat de la partie civile, à dire dans ce journal que les avocats de la défense abusent de ce droit. Ceux-ci y répliquent donc, je cite, « Nous partirons si nous voulons partir. Nous n'avons pas de compte à rendre à personne », ce qui laisse perplexe certains blessés du coup d'État qui estiment que la loi ne doit pas être un instrument au service du bourreau pour malmener et achever sa victime. Le parquet, quant à lui, craint un enlisement du procès puisque c'est ce qui est recherché par certains acteurs, affirme-t-il. Également en question dans le pays, le traitement des dossiers judiciaires en Côte d'Ivoire. Le journal fait savoir qu'un collectif d'ONG de défense des droits de l'homme a dénoncé dans une lettre ouverte adressée à ADO
une justice sélective et la lenteur dans le traitement des dossiers liés à la crise post-électorale de 2011. Pour ce journal, cette lettre donne une ocre de vérité et une teneur nouvelle aux récriminations des partisans de l'ex-président qui ont toujours dénoncé sans être écoutés la justice des vainqueurs. Il est donc plus que jamais temps, d'après ce journal, qu'Ado se saisisse de cette interpellation et ce, dans le souci de laisser à la postérité, au terme de son mandat, un pays unifié et réconcilié avec lui-même. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi.